Donc la première partie du débat sur les tournants historiques et les changements de représentation. Donc on a bien vu qu'historiquement, depuis le Moyen-Âge, l'ordre féodal jusqu'à aujourd'hui, les SAFER et d'autres structures, la propriété foncière et le statut de l'agriculteur ont connu des tournants majeurs. Donc on ne va pas remonter jusqu'au Moyen-Âge, mais c'est bon de le rappeler. Et ces tournants majeurs font qu'à chaque fois, nos représentations aussi de la terre agricole évoluent et notre droit aussi évolue. Donc il y a eu les grandes propriétés, les paysans et les fermiers de l'Ancien Régime, puis la Révolution française, dont nous avons hérité quand même du droit de propriété, ce qui n'est pas rien, qui a connu son summum lors de l'entre-deux-guerres. Mais avec la modernisation de l'agriculture, après 1945, un tournant majeur est apparu, c'est que la terre est désormais considérée avant tout comme un facteur de production. Et ça change quand même pas mal de choses. Donc nous allons faire un retour sur les grandes évolutions qui sont intervenues ces dernières décennies en termes d'accès. Donc je vais poser une première question à Monsieur Evin et à François Tabuy. Donc dans les années 70, il semble que la propriété foncière a basculé vers la location, si ce qu'on a lu est exact, qui est devenu le mode principal d'accès en fait aux terres agricoles. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu ce changement d'accès? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Ah, en bas. Ok, très bien. Bah, écoutez, je vais répondre avec mon regard jeune, je dirais, dans ce monde de l'agriculture. Je pense que dans ces années-là, s'il y a eu cette dissociation, ça a été sans doute pour alléger un petit peu la contrainte de financement, c'est-à-dire l'exploitant ayant des moyens financiers limités, ces moyens financiers ont été concentrés sur ce qu'il était le plus indispensable à financer, c'est-à-dire l'outil de travail, ce qu'on appelle le capital d'exploitation. D'autant plus, et d'ailleurs c'est développé en parallèle, des formes de portage qui ont permis en fait d'externaliser le portage de cet actif foncier agricole dans les exploitations. Donc c'est ce qui explique le cheminement depuis ces années. Et ce qui a été mené en parallèle d'ailleurs, c'est la constitution des SAFER que je pense Robert Lévesque développera, mais qui a eu un rôle quand même fondamental dans cette organisation du foncier agricole français, si bien que nous arrivons aujourd'hui avec un foncier agricole qui est à un prix raisonnable quand on le compare, et j'espère qu'on le fera tout à l'heure par rapport à nos collègues européens, je dirais presque même concurrents européens. Je pense qu'il faut en avoir conscience qu'on n'est pas tous forcément alliés et amis, mais on est aussi concurrents. Concurrence également interne à la filière agricole française, puisqu'il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui il y a aussi une concurrence entre les différentes filières d'élevage, filières de culture, voire autres activités au sein même de l'agriculture, sans parler évidemment des nouveaux usages ou de l'artificialisation des terres comme ça a été évoqué. Donc tous ces phénomènes nous amènent aujourd'hui à avoir un foncier qui certes s'est rarifié, mais qui reste à un prix raisonnable, et qui constitue finalement un actif stratégique à la fois pour l'agriculteur, mais je dirais d'une manière générale pour la France. Donc il nous semble très important d'essayer de maintenir autant que faire se peut la propriété par l'exploitant agricole, avec des moyens modernes de portage, mais bien avoir en tête que quand on lance un projet d'entreprise, que ça soit en agriculture ou dans tout autre secteur d'activité industrielle ou commerciale, maîtriser ces actifs stratégiques, c'est quand même une démarche fondamentale pour l'entrepreneur. Et donc toute la difficulté de l'exercice en agriculture, c'est que tout ça vient se rajouter à des investissements dans le volet capital d'exploitation qui sont également élevés. Donc voilà, je dirais, pour dresser un premier panorama succinct, un paysage où cet actif stratégique il est fondamental pour l'exploitant, il est fondamental pour les filières françaises,
et il faut autant que possible en préserver la propriété par cet exploitant. Oui, déjà bonjour à tous, et puis j'ai aussi essayé d'avoir un regard jeune sur cette question, jeune agriculteur. C'est vrai que tout est relatif quand on regarde l'amphithéâtre. Enfin bonjour à tous quand même, et puis effectivement moi, je suis agriculteur en cadre familial, mes parents n'étaient pas agriculteurs ni propriétaires fonciers, donc c'est vrai que c'est un sujet qui me parle au quotidien sur la stratégie de l'exploitation aussi avec mes associés. Donc je suis éleveur laitier et caprin, et on transforme tout notre lait, essentiellement en reblochon, et donc dans un pays où le foncier quelque part n'a pas une rentabilité, enfin en tout cas pas des valeurs de production très élevées, puisque finalement l'altitude, etc., la pente fait que c'est dur de l'exploiter. Pour autant, il y a une grosse pression parce que l'activité agricole est quand même dynamique malgré tout, et aussi une interaction avec le tourisme qui fait qu'on consomme, ou en tout cas se construisent beaucoup des meilleurs terrains qui nous restent à exploiter. Donc c'est un vrai sujet au quotidien pour moi, et évidemment pour les jeunes agriculteurs que je représente, c'est effectivement un facteur de production, c'est aussi une denrée qui disparaît à tour de bras, et c'est aussi un enjeu, on le verra tout au long du débat, sur d'autres attentes qu'on a aujourd'hui de ce qui est pour nous des fois notre outil de travail, mais sur lequel beaucoup d'autres ont de convoitises. Donc en tout cas, un vrai sujet, je suis ravi d'être avec vous. Alors, depuis les années 70, alors moi je suis pas juriste, je vais peut-être juste vous donner un petit peu le regard peut-être plus politique que je peux porter moi. On sortait 70 et 20 ans après, plus de 25 ans après la guerre, quelque part l'agriculture était devant une vraie nécessité de restructuration, de modernisation. Alors c'était déjà bien engagé dans les années 70, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a eu un choix politique, il y a eu les lois, des lois très fortes des années 60, les lois Pisani notamment, qui ont créé donc des outils à l'époque complètement innovants, et que encore aujourd'hui certains voisins européens, moi je le vois au niveau européen, nous envient. Donc la société d'aménagement foncier, la SAFER, et puis surtout le statut du fermage, un vrai statut qui protège l'agriculteur, celui qui exploite la terre, donc ça a été quand même très structurant. Et moi je m'arrêterai juste sur le fait qu'à un moment donné on a choisi de dire l'agriculture c'est un secteur stratégique, alors évidemment sans doute économique, il y avait aussi d'abord quelques années plus tôt une vraie nécessité à assurer l'autosuffisance alimentaire, on l'a peut-être trop oublié depuis. C'est-à-dire que finalement, il faut déjà, une des premières fonctions de l'espace rural, c'est de nourrir les hommes et les femmes, donc je crois que c'était une vraie nécessité sortie d'après-guerre. Donc il fallait moderniser, donc il fallait protéger ceux qui allaient faire ce métier-là, et c'est vrai que du coup, des lois très, très importantes. Alors c'est vrai que c'était aussi une époque où politiquement, on avait eu un projet, il avait été porté par les décideurs, mais aussi la profession agricole en elle-même. Je pense à quelqu'un qui s'appelait Michel Debatisse, qui a été d'abord un de mes prédécesseurs aux jeunes agriculteurs à l'époque, puis dans le syndicat aîné. Ils avaient fait le constat, effectivement la France avait besoin de bras dans les usines, et effectivement donc il y avait un exode rural important, et du coup il fallait aussi diviser sur la période qui a précédé les années 70 la population agricole par deux. Donc c'est vrai que du coup on est passé de tous les agriculteurs, sans doute mes arrière-grands-parents, les vôtres aussi, ou arrière-grands-parents pour vous, arrière-arrière-grands-parents, étaient tous propriétaires exploitants d'un lopin de terre de péniblement quelques hectares. Et donc tous ces gens-là, effectivement, ont passé la main à des gens qui ont loué, tout simplement parce que ça leur était. Alors ce qui fait qu'on a eu aussi un modèle d'agriculture de type familial qui s'est bien installé en France, qui du coup a fait aussi que par attachement, la formule, et je m'arrêterai là, qu'on entend toujours, les agriculteurs ont vécu toute leur vie, vécu et travaillé surtout avec beaucoup de labeur, et ont vécu pauvres, et on dit souvent les agriculteurs vivent pauvres et meurent riches. En fait, c'est ce qui se passait, c'est qu'effectivement, je vois encore moi les quelques agriculteurs qui arrêtent aujourd'hui, pas tous, c'est peut-être la génération encore d'avant, ont énormément misé le peu qu'ils gagnaient sur effectivement l'attachement au foncier, au bâti, etc. Ce qui fait que d'ailleurs moi j'ai des voisins agriculteurs qui aussi, parce que le bâti, l'ancien bâti rural et agricole a une valeur souvent patrimoniale importante, historique, etc., sont souvent à l'ISF d'ailleurs quand ils quittent, avec des retraites qui avoisinent 400 ou 500 euros, ce qui explique aussi beaucoup de choses dans la difficulté de transmission et de location derrière à des jeunes qui vont leur proposer un fermage, c'est vrai, assez faible. Voilà. Le fermage, tu peux redéfinir on ouais. sait jamais. Le fermage, c'est le fait qu'effectivement il y a un contrat de location, un bail qui est conclu entre
un bailleur, hein, donc le propriétaire qui dans un contrat décide avec un preneur, donc le fermier qui lui va exploiter, donc donc après je laisserai peut-être plus faire les jurys, mais en tout cas un prix qui est aussi encadré par aussi des évolutions nationales, préfectorales, etc., avec un indice annuel d'évolution, donc qui est très sécurisant pour le fermier, c'est vrai, et donc qui est aussi, alors il y a le fameux bail rural 369, hein, qui est en fait une reconduction, on a souvent nous des discussions avec les propriétaires ruraux assez dures sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que les propriétaires ont l'impression parfois de ne plus avoir prise sur le bien, quoi. D'accord. Voilà. Mais justement, on a vu c'est une question de droit, c'est une question d'économie, etc. Et on va peut-être, pour cette première partie, terminer sur la question des représentations. Parce qu'on sait qu'en tout cas en France, il y a un attachement très important au patrimoine familial, au foncier. Est-ce que c'est encore un idéal d'avoir sa terre, d'être propriétaire de sa terre? Et est-ce que du coup, ce fameux fermage ou même le métayage, qui est aussi un bail rural, hein, c'est pas tout à fait la même chose, mais en fait, on n'est pas propriétaire de sa terre. Est-ce que là, c'est pas vécu comme une régression, en fait, une sorte de dépossession, une dévalorisation? Bon, je pense que c'est un peu culturel dans notre pays. Hein, je pense que d'ailleurs tous les habitants, le rêve quelque part de tout un chacun, c'est construire même si ça change heureusement, mais d'ailleurs c'est construire sa petite maison avec 1000 mètres carrés pour être chez soi, quoi. Et quelque part chez les agriculteurs, c'était peut-être aussi ça, et ça se comprend d'autant plus que quand par le passé, finalement, il n'y avait pas de protection du foncier, que du jour au lendemain, le propriétaire pouvait te reprendre finalement la terre. Tu comprends que pendant des années, sans doute avant ces lois très structurantes, les agriculteurs avaient simplement pour sécuriser déjà l'autonomie de la famille, etc., tout intérêt à acheter effectivement le foncier, hein, qui par le passé était plutôt détenu par des notables, mais en tout cas de le sécuriser pour effectivement ne pas être à la rue. Donc je crois que... Alors aujourd'hui... Je pense que beaucoup moins, en tout cas je vois les jeunes qui arrivent déjà rien que parce que quand on voit l'économie des exploitations, quand on voit arriver les projets d'installation des jeunes agriculteurs, investir dans du foncier, c'est mission impossible, c'est-à-dire que la rentabilité, le retour sur investissement de cet achat-là par rapport à toutes les autres nécessités de l'économie de l'entreprise que tu lances, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que finalement, si tu te lances là-dedans, tu plombes finalement tout ton endettement avec quelque chose sur lequel tu auras sans doute pas à ta génération un retour, quoi. Donc c'est vrai que aujourd'hui, je pense que très peu de jeunes se disent il faut acheter, hormis effectivement dans un secteur très très stratégique. Nous, on insiste beaucoup aujourd'hui sur le fait que dans la stratégie du jeune qui devient agriculteur, c'est d'abord ton projet économique et effectivement de raisonner ton foncier comme un facteur de production. Mais quand on a dit ça, à partir du moment où en élevage tu vas investir dans un bâtiment agricole, où tu investis effectivement là aussi sur 20 ans parce que les rentabilités sont faibles, mais je peux prendre tous les secteurs d'activité les uns après les autres, il te faut une sécurité sur le foncier, c'est-à-dire que si demain tu perds le foncier qui fait que ton système d'exploitation est cohérent parce que effectivement tu as le pâturage à proximité, etc., t'es foutu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu à la croisée des chemins et je pense qu'on a besoin avec la société et le législateur de se reposer cette question de comment va être possédé et travaillé ce foncier, quoi. Donc je pense que pour les jeunes aujourd'hui, non, c'est moins un sujet, sinon que oui, je pense que à la marge sur des parcelles de proximité qui font peut-être le corps de ferme, où là encore je crois que c'est de concert avec le fait qu'on aime bien être chez soi, mais cela dit c'est souvent rarement possible et c'est souvent quand tu n'as pas d'autre solution que tu vas l'acheter. D'ailleurs c'est plutôt comme ça que les jeunes le subissent, c'est-à-dire que quand un propriétaire vend et qu'il n'y a pas de solution à mettre en place, donc je crois que c'est là qu'il faut qu'on soit aujourd'hui innovant. Que du coup les jeunes sont un peu acculés au fait d'acheter parce que sinon un autre agriculteur, il faut déjà le dire, hein, il y a une vraie concurrence aussi pour un jeune qui arrive qui n'a pas de moyens et quelqu'un qui est installé depuis pas mal d'années, quand il y a une rentabilité économique dans certaines productions, effectivement le foncier est aussi un sujet de course, donc en fait c'est un vrai sujet de tiraillement. Juste, on avait lu que 60% de la SAU était en location, c'est le bon chiffre? Oui, souvent dans les publications du ministère de l'Agriculture, on voit qu'il y a même 80% des terres qui sont en location. Mais je pense il faut regarder les mises à disposition. C'est-à-dire qu'un agriculteur dans une société peut être propriétaire et mettre à disposition ses terres, sa propriété, auprès de l'exploitation sociétaire.
Et cela, il y a environ 20% des terres qui sont dans ce cas-là. Donc, si on regarde bien, il y a effectivement aujourd'hui environ 62% des terres qui sont en location. Et par rapport à votre première interrogation, il est quand même très important de voir l'impact du statut du fermage dans l'évolution des structures d'exploitation et de la mise en valeur des terres en France. Le statut du fermage a été créé en 1946 et avec quelques caractéristiques fortes, c'est-à-dire qu'on avait des baux avant de 3 ou 5 ans, donc on a obligé à ce que tous les baux agricoles soient de 9 ans minimum, avec le droit de renouvellement pour le fermier et le propriétaire ne pouvant reprendre sa terre que pour exploitation personnelle. D'autre part, le loyer est encadré donc par un arrêté préfectoral, donc le niveau du loyer est encadré, et ensuite, comme l'a dit François Tabuy, le fermage est indexé tous les ans. Donc ça donne une grande sécurité au fermier et ça lui permet d'investir. Donc depuis 1946, la France bénéficie de ce statut. On a en gros le même statut en Belgique, et ce qui fait qu'au niveau européen, eh bien, la France est un des pays où le fermage est un des plus développés. On a également en Europe des pays où le fermage est développé. C'est lorsque on a des petits propriétaires, comme en Roumanie, qui ont 1 ou 2 hectares, voire 3-4 hectares, mais qui n'ont pas les moyens d'accéder au capital d'exploitation, et donc ils sont obligés de mettre à disposition leurs terres auprès de grandes exploitations. Donc on a 2 types d'exploitations qui se développent en fermage, soit à partir de la propriété très divisée, soit à partir du statut du fermage. Merci. De toute façon, a priori, le droit de la propriété en France est très spécifique aussi. C'est-à-dire que dans votre bouquin, il y a tout un chapitre intéressant sur cette question, en disant que finalement, donc, le droit de propriété donc, issu de la Révolution française, c'est un droit qui n'a jamais été absolu, et c'est très très lié à l'usage. Vous pourriez juste revenir en 2-3 mots pour qu'on finisse bien de comprendre sur quel substrat finalement se sont développés les différents statuts d'exploitation et d'agriculteurs. Vous parlez donc de la propriété foncière. 2 mots d'abord sur ce qu'est la propriété. La propriété a 3 volets. D'abord, le droit d'usus, c'est-à-dire le droit d'utiliser un bien, une chose. Le deuxième volet, c'est le droit de fructus, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier soit d'un placement, donc en l'occurrence lorsqu'il s'agit de terres agricoles, c'est la possibilité de louer et donc de recevoir un fermage. Et puis le troisième volet, c'est l'abusus. Donc l'abusus, quand on a un bien, on peut l'utiliser comme on veut, mais on peut aussi le vendre ou le détruire. Eh bien, en ce qui concerne les biens, la propriété foncière, bon, aujourd'hui en France, un propriétaire peut exploiter, en faire valoir direct son bien, il profite de l'usus. Faire valoir direct, s'il vous plaît, vous dites ce que ça veut dire exactement? C'est justement mettre en valeur, exploiter le bien dont on est propriétaire, directement. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement le faire valoir direct. Donc un propriétaire peut mettre à disposition temporairement son bien auprès d'un fermier, et donc ça c'est le fermage, c'est le fructus. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, le droit du fermage limite un petit peu les droits du propriétaire en ce qui concerne sa propriété foncière. Et puis le troisième volet, c'est l'abusus. Finalement, un propriétaire, comme un fermier d'ailleurs, n'a pas le droit de détruire son bien. Lorsque vous êtes propriétaire d'un stylo, vous pouvez le mettre à la poubelle, mais lorsque vous êtes propriétaire d'un bien agricole ou d'une forêt, vous n'avez pas le droit de détruire.
c'est aussi un bien commun. Et donc, qui a un certain nombre de fonctions et qui remplit un certain nombre de services agrosystémiques et écosystémiques. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Donc, c'est un bien commun, et depuis longtemps, on n'a jamais pensé qu'il était possible d'accorder au propriétaire le droit de détruire son bien. Donc, on n'a pas la totalité de l'abusus. Et puis, ce droit foncier, ce droit de propriété foncier est limité, par exemple, par le droit d'expropriation que peut avoir l'État, que peuvent avoir les collectivités. Donc, ça limite également le droit d'abusus. Il y a également le droit de préemption des SAFER, qui, lorsque un bien est vendu, peut éventuellement être préempté pour un certain nombre de raisons par les SAFER. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question sur la propriété et les différentes nuances. Moi, j'ai juste tout de suite une précision parce que, par exemple, vous n'avez jamais parlé du métayage. Ça veut dire que c'est un faire-valoir indirect qui n'est plus du tout. Il y en a plus, ou très peu, ou... Alors, le métayage a eu effectivement une importance extrême en France, puisqu'on considère qu'au moment de la Révolution française, il y avait plus de la moitié de la surface agricole qui était en métayage. Donc, le métayage, c'est quoi? C'est une association entre un propriétaire et un métayer. Le propriétaire détient le capital foncier, la terre, et détient également le capital d'exploitation. Et le métayer apporte son travail. Au bout du compte, au début, on répartissait moitié-moitié les revenus de l'exploitation agricole. Bon, après, il y a eu différents partages. Ce qui veut bien dire qu'au moment de la Révolution française et pendant tout le 19e siècle, l'exploitation agricole était une exploitation de propriétaires. C'est bien le propriétaire qui détenait à la fois le capital foncier et le capital d'exploitation, qui dirigeait l'entreprise. Et c'est à partir de la Seconde Guerre mondiale que on a vu émerger l'exploitant agricole, et à ce moment-là, effectivement, et à partir des années 60-70, c'est bien l'exploitant agricole qui en fermage, qui détient les rênes de l'exploitation, de la conduite de l'exploitation. Donc là, on a un basculement, on a basculé d'une société agricole de propriétaires vers les années 45-50, vers une exploitation agricole familiale. Tu veux, oui, je t'ai vu faire des petits signes, des rictus, et donc tu veux parler. Non, ça. Je voulais juste, quand vous disiez on n'a pas autorisé le propriétaire à détruire son bien, juste ça me faisait penser à un sujet qui a été d'actualité plutôt nous syndicale souvent, c'est par exemple, à l'inverse, on a autorisé par exemple de mettre du photovoltaïque sur le sol en fait. C'est un vrai sujet chez nous, j'ai traversé d'ailleurs l'Aude tout à l'heure, c'était des secteurs où il y avait des vrais sujets, enfin des vrais... les éoliennes aussi, mais qui ont quand même une emprise foncière beaucoup plus faible, sinon que par le pied, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui la terre qui dans la mission première était d'avoir une fonction productive alimentaire, elle a d'autres enjeux, et effectivement on autorise les propriétaires aujourd'hui à partir sur d'autres usages totalement différents, avec une concurrence qui est quand même pas neutre en termes d'espace, même s'il y a tout un tas de polémiques là-dessus, quoi. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que on comprend mieux que les mots quand même ont un sens. C'est-à-dire exploitant agricole, c'est un terme assez récent. Fermier, c'est un terme qu'on utilise toujours, sans voir qu'il y a derrière des choses très très précises en termes de droit. Vous vouliez compléter? Simplement pour dire que la propriété agricole est aussi, c'est bien la propriété de droit. Lorsqu'on est propriétaire d'un bien agricole, on est propriétaire de droit d'exploiter. On n'est pas propriétaire du matériau terre. Ce sont les carriers qui ont le droit d'extraire la terre, le sous-sol et tout ça. Donc le droit de propriété, c'est bien un droit sur un ensemble de droits. Et puis sur la limitation du droit foncier agricole, je crois qu'il faut bien voir aussi, en France et en Europe, le droit de construire, par exemple, n'appartient pas aux propriétaires. On donne le droit de construire, le droit d'installer du photovoltaïque, c'est un droit
que l'on obtient par la collectivité, hein, et par des décisions politiques. Ce qui est quand même très important, on n'a pas le droit, le propriétaire agricole n'a pas le droit de construire. C'est le cas dans tous les pays? Aux États-Unis, les propriétaires fonciers ont le droit de construire. Mais en Europe, pour ce que j'en connais, partout il y a toujours des documents d'urbanisme et ce sont les collectivités qui donnent ou non ce droit. Alors on va compléter ce paysage. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui avaient préparé des petits slides pour voir finalement où est-ce qu'on en est, c'est-à-dire à qui appartiennent ces hectares, quelle est la superficie moyenne des exploitations, combien il y a d'exploitations en France. Bon, je passe après sur... nous, on aurait voulu savoir aussi l'âge moyen des exploitants, enfin, on voulait savoir plein de choses. Mais voilà, quelles sont les structures aujourd'hui qui occupent cet espace? Petit slide 2. Donc sur ce slide, vous voyez la répartition de la SAU en fonction des statuts des exploitations. Et ce que l'on voit surtout, enfin, sur ce slide, ce que je voudrais souligner, c'est l'évolution. Donc entre 2000 et 2010, on a perdu en gros 3% de la SAU. On est passé de près de 28 millions à 27 millions d'hectares. Et ce sont les exploitations individuelles qui ont vu leur surface diminuer de 28%. On est passé de 16 millions à 12 millions d'hectares. Donc, et ces exploitations individuelles donc, exploitent 43% de la surface totale de la SAU totale de la France. Et puis nous avons les GAEC, donc les groupements agricoles d'exploitation en commun. Donc, et ce sont donc des gens qui se réunissent au départ pour mettre le travail en commun. Et chacun apporte ses terres au GAEC. Ces exploitations, elles ont diminué en nombre, mais par contre en surface, elles sont passées de 4,9 millions à 5,5 millions, donc elles ont augmenté de 10% sur la décennie 2000. Les EARL unipersonnels, donc les exploitations agricoles à responsabilité limitée, donc ce qui permet à un exploitant d'isoler dans son patrimoine l'exploitation agricole et d'avoir une structure spécifique. Donc là, pour des raisons fiscales et sociales, ces exploitations ont augmenté de 50%. On est passé de 2,6 millions à près de 4 millions d'hectares. Et on a également les EARL avec plusieurs coexploitants. Donc on peut avoir jusqu'à 10 coexploitants au sein d'une EARL. Donc on se détache de l'exploitation individuelle. Et là on est passé de 2,1 millions à 3,5 millions entre 2010 et entre 2000 et 2010. Il y a d'autres structures. Donc ce sont des sociétés commerciales. Alors l'activité agricole est une activité civile. Donc on n'a pas voulu que l'activité agricole soit une activité commerciale. Mais néanmoins, aujourd'hui, on a des sociétés commerciales qui exploitent. Et en 2000, elles exploitaient pratiquement 2 millions d'hectares. Et en 2010, 2,4 millions. Donc elles ont progressé de 23% sur la période. Et on pourra peut-être, enfin sans doute y revenir, c'est un point qui me semble important. En termes de répartition de SAU et surtout de répartition de la PBS, de la production brute standard, disons, c'est un ratio pour calculer le revenu, la répartition du revenu entre types d'exploitation. Donc, au niveau des exploitations individuelles, elles représentent 69% des exploitations et seulement 35% de la richesse agricole dégagée par an. Les EARL,
exploitent exploitent je ne sais plus combien parce que j'ai pas le chiffre sous les yeux. Voilà. Mais les 7 millions d'hectares, ça doit représenter excusez-moi, les 7 millions d'hectares représentent 28% de la SAU et ça représente environ 30% de la valeur ajoutée dégagée par les exploitations. Ce qui me semble important, c'est de voir que les SCEA, qui représentent 5% du nombre d'exploitations, pour 8% de la SAU, donc ce sont des sociétés civiles d'exploitation agricole, mais où il peut y avoir, où l'exploitant a au moins 50% du capital social, et d'autres apporteurs de capitaux peuvent avoir jusqu'à 50% du capital d'exploitation, en dehors du foncier. Les SEA peuvent avoir du foncier aussi, mais le capital de ces sociétés est obligatoirement, majoritairement, entre les mains des exploitants. Donc on peut voir que par là, il y a possibilité pour des non-agriculteurs d'entrer dans du capital social des exploitations agricoles. Donc ces SCEA, pour 8% de la SAU, dégagent 11%, disons, de la valeur ajoutée. Et puis vous voyez les sociétés commerciales, donc elles sont très peu nombreuses, donc 1% en nombre, 1% en surface, mais elles dégagent 6% de la valeur ajoutée. Mais moi j'ai du mal à voir ce que c'est que ces sociétés commerciales. Vous avez un exemple? Je comprends pas. C'est Auchan qui achète, je dis n'importe quoi, c'est Auchan qui achète des terres, c'est quoi exactement? Eh bien ce sont par exemple des sociétés d'exploitation viticole, donc des maisons de champagne, des maisons bordelaises, des sociétés commerciales comme toute autre société qui peuvent avoir du patrimoine en propre, avoir des terres agricoles en propre, qui peuvent bénéficier de locations et qui ont un capital social partagé entre des actionnaires qui peuvent dépasser le nombre de 10, enfin peu importe. Et donc ce sont des souvent ça peut être des capitaux non agricoles qui sont à la tête de ces sociétés. Donc on rencontre ce type de société dans les secteurs où la valeur ajoutée à l'hectare est relativement élevée, c'est-à-dire dans un certain nombre de grands vignobles, dans le Bordelais, dans le Champagne, et puis aussi on en voit dans des zones maraîchères et dans des zones rizicoles comme dans le delta du Rhône et autres. Donc on voit que là où il y a une valeur ajoutée intéressante, eh bien on a affaire à des sociétés il peut y avoir des sociétés d'investissement, mais ce qui est important, c'est de voir qu'elles augmentent d'année en année, donc disons de 20% entre 2000 et 2010. Donc elles sont là depuis longtemps, mais elles augmentent effectivement. J'aimerais revenir vers Gérald Desvins et François pour conclure Moi, j'aimerais savoir ce que... Tu me coupes la parole, c'est exactement ce que je voulais leur demander. J'aimerais comprendre, parce que moi j'ai déjà oublié tous les chiffres, là. Moi, c'est difficile. J'ai noté, je trouve ça difficile. Donc moi j'ai noté GAEC égale concentration point d'interrogation, parce qu'à le dire comme ça, j'ai l'impression qu'on se regroupe. Qu'est-ce que vous tirez de grands éléments du constat d'aujourd'hui en termes soit est-ce qu'il faut, enfin en termes de statut de l'agriculteur, en termes de je sais pas quoi. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a des tendances négatives? Qu'est-ce que ça traduit tout ça? Allez. Non, c'est vrai que sur la question, quel est le paysage finalement des agriculteurs et donc des formes sociétaires qui exploitent ces terres, hein, et la richesse produite. Alors après, c'est vrai qu'il faut regarder vraiment dans le détail. Moi juste, de façon un peu plus macro, ce que je sais moi au niveau de l'installation, donc je suis plus spécialiste d'installation, c'est que les 2/3 aujourd'hui des jeunes qui rentrent dans le métier s'installent sous forme sociétaire. Effectivement, dans l'éventail, c'est essentiellement des ERL et des GAEC, parfois des SCEA.
Mais c'est surtout effectivement GAEC et ERL. Ce que je peux dire aussi sur le paysage des agriculteurs, au-delà des formes sociétaires, c'est que 30% des jeunes qui démarrent dans le métier sont des hors cadres familiaux, c'est-à-dire dont l'exploitation qu'ils reprennent n'est pas celle de leurs parents. Plus exactement, en fait, il y en a 25% qui ne sont pas issus du milieu agricole et 5% qui sont des fils d'agriculteurs mais qui ne s'installent pas sur la ferme des parents. Donc, quand même un tiers. C'est aussi un métier qui se féminise puisqu'il y a 30% d'installation par des femmes. Donc, c'est vrai que c'est un métier qui doucement, mais sûrement en tout cas, a un visage plus paritaire, on va dire. Donc, voilà un petit peu, voilà un petit peu le visage. Les exploitations derrière tout ça, alors c'est vrai qu'il y a la question des exploitations professionnelles, des exploitations dites moins professionnelles. Alors là, c'est effectivement les données des OTEX, donc c'est vrai qu'on a les exploitations professionnelles. Hein. C'est l'ensemble des exploitations, pardon. Donc du coup, ce que je veux peut-être moi rajouter comme idée, alors après aussi la superficie moyenne des exploitations aujourd'hui, elle est connue politiquement, puisque ça a été une grosse mesure politique des derniers débats PAC, c'est 52 hectares. Et derrière se cache un écart type qui est quand même très important, 52 hectares, parce que le ministre Le Foll a décidé donc de supprimer les premiers hectares, c'est-à-dire qu'en France c'est 52. Donc voilà un petit peu là, et ça va d'exploitation. Et effectivement, souvent dans les débats politiques ou citoyens, on entend il y a les grosses exploitations, il y a les gros céréaliers, il y a ci, il y a là. Voilà, nous on est un gros GAEC par exemple, on est une grosse exploitation, mais si je redivise moi l'exploitation par le nombre d'actifs dans ce GAEC, on est 3 associés, si on redivise par 3 le nombre de vaches qu'on a et le nombre d'hectares, finalement on est plutôt une petite exploitation. Donc faut qu'on se méfie des fois, je vois moi dans les médias, les journalistes nous poussent un petit peu à aller vers des caricatures, je crois qu'il faut qu'on aille dans le détail. Alors effectivement, j'imagine que dans les exploitations individuelles, on a aussi encore un nombre important d'exploitants, soit double actifs, soit effectivement qui ont gardé cette activité-là. C'est aussi beaucoup les exploitations plutôt de type végétal. Et par contre en élevage on voit une grosse prédominance évidemment, et ça va de soi, des formes sociétaires, parce qu'avec l'astreinte des animaux, voilà, donc c'est d'ailleurs pour ça que c'est logique aussi que les jeunes qui choisissent ce métier, notamment en élevage, se tournent vers les GAEC. Peut-être juste avant... Pardon, Essaye de finir une phrase que tu as commencé. Alors j'ai pas fini la phrase que j'ai commencé. Oui, c'est normalement on fait sujet, verbe, complément. J'ai dû faire. T'as le temps là, il y a pas de. Ok, on va être bon, très bien. Donc je disais, qu'est-ce que j'ai pas fini? Ah bah c'est bien la peine. Bon. Alors je vais aller plus posément, je vais essayer de finir chacune des idées sans... Le train est arrivé, d'accord, bon bah, c'est bon. Oui, je disais que donc en élevage on choisit davantage en fait des formes sociétaires, parce que effectivement si on veut avoir une... C'est important la notion de vie sociale aussi pour quelqu'un qui choisit un métier, quand tous nos concitoyens sont aux 35 heures et en RTT le vendredi après-midi, que aussi quand on choisit un métier comme celui-ci, on puisse à son tour, donc voilà, dans le paysage, il y a effectivement plus d'installations sociétaires en élevage, même si on constate quand même finalement, et vous l'avez dit, qu'on a donc une diversification aujourd'hui des types de métiers d'agriculteurs, avec un retour aussi de formes sociétaires sur des sujets, sur des installations qu'on jugeait à l'époque, ou que mes prédécesseurs allaient juger peut-être un peu facilement d'atypiques, qui ne sont plus du tout atypiques aujourd'hui, puisque voilà, on a des installations en production de safran, en poulet fermier, etc. Et là, on revoit des formes plus individualistes aussi voilà. Donc peut-être juste pour redire un peu, et là avec un regard plus historique, je vous disais, dans les années 50-60, politiquement, on a dit on a besoin des agriculteurs parce qu'ils ont une fonction importante, etc., à la fois dans l'économie, aussi dans la question du développement rural. Donc on a fait tous ces choix-là. Moi je trouve qu'on est dans une période aujourd'hui où politiquement on a besoin de se redire ça, ou en tout cas peut-être évidemment peut dire la même chose, mais en tout cas de le redéfinir comme il faut. Et finalement, les outils qu'on a aujourd'hui sont confrontés à la complexité et à l'évolution des sujets, notamment de la nécessité d'avoir des capitaux dans ces formes juridiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est très attachés à Jeunes Agriculteurs, notamment à ce qu'on appelle, pour nous des agriculteurs, ça va être ce qu'on appelle des agriculteurs actifs. Le règlement européen, je suis pas très technicien là-dessus, mais par exemple l'Europe dit qu'il suffit finalement d'être propriétaire pour être agriculteur à quelque chose près. Un golf, il peut être considéré au niveau européen comme un agriculteur, et l'Europe par exemple ne considère que finalement une société égale une exploitation.
on a dans le modèle français avec le GAEC notamment qui a été obtenu, alors je sais plus en quelle année, mais quand même une vraie spécificité, 65, donc c'était aussi un peu ce mouvement. On a une vraie spécificité qui reconnaît au-delà de la société agricole les actifs agricoles. Et le GAEC, je le mentionne, a la spécificité d'avoir la transparence. C'est-à-dire que une ERL ou une SEA, une SARL, c'est une société aux yeux du législateur, du fiscaliste, etc. Tu es imposé sur le résultat de l'entreprise, tu touches une part de subvention par exemple. À l'inverse, un GAEC, c'est le regroupement d'exploitation, hein, et à l'intérieur de quoi on sait regarder, on sait voir combien il y a d'actifs agricoles, et du coup c'est très encadré. C'est-à-dire que dans le GAEC, pour nous, aujourd'hui à Jeunes Agriculteurs, c'est l'une des structures qui protège le plus la fonction d'agriculteur actif. Alors, c'est-à-dire qu'effectivement dans le GAEC, la personne qui travaille est à la fois évidemment est le chef d'entreprise quelque part, même s'il est co-décisionnaire avec ses deux autres associés, c'est pas une variable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain un jeune qui rentre dans une ERL parce que il s'est installé sur l'exploitation du tonton par exemple, et il a fallu acheter je sais pas quoi, et demain il y a quelqu'un qui amène 60% du capital. Vous comprenez, quand vous en détenez 10 ou 15%, c'est pas tout à fait pareil quand il s'agit de dire demain sur l'exploitation je veux faire ci, je veux faire ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est confronté à une nécessité d'aller chercher effectivement des capitaux extérieurs, parce que ça coûte très cher, mais il faut qu'on trouve aujourd'hui, alors voilà, il y a d'autres, on parlera tout à l'heure j'imagine du GFA, on parlera peut-être des SCI, des formes sociétaires qui permettent peut-être demain d'amener du capital. Alors le GAEC c'était ça, et l'ORL effectivement plus tard elle a permis, j'ai fini ma phrase ? C'est bon. L'ORL elle a... Faire plus court. L'ERL plus tard, elle a permis le problème des agriculteurs et avec l'endettement, et on a beaucoup parlé du malaise paysan dans les années 80, tout le capital finalement était mêlé à la fois, c'est-à-dire que quand tu étais endetté sur ton entreprise, sur ton exploitation, effectivement quand tu devais pas payer, c'est ta maison qu'on reprenait, c'est tes gamins qui étaient dehors, et ça c'était plus acceptable. Et l'ERL elle est venue plus tard pour justement protéger, séparer, vous l'avez dit. Et d'ailleurs, on a des débats aujourd'hui très techniques sur le président de la République début octobre a fait des annonces sur la PAC. On a des débats très techniques pour savoir est-ce que finalement les associés des GAEC, des ERL doivent avoir la même reconnaissance. Demain, il y aura la loi d'avenir en 2014 qui sera votée avec un volet justement sur les actifs agricoles. Pour nous, il y a un vrai sujet, un vrai débat à avoir parce qu'aujourd'hui, c'est à la fois assez flou. Il y a la possibilité de faire beaucoup de choses, mais finalement, j'ai envie de dire, on y perd un peu notre latin. Et je crois qu'on a un vrai débat à avoir aujourd'hui là-dessus. Bon, en gros, vive la GAEC. Ou le GAEC. Le GAEC. Vive le GAEC. Oui, peut-être un petit commentaire quand même pour souligner deux, trois points sur les chiffres, sur ces tableaux très intéressants. Déjà, le stock d'entreprises. Vous voyez qu'on a à peu près 500 000 entreprises agricoles. Je pense qu'il faut avoir ça en tête. C'est un chiffre important. Ça reflète la richesse du patrimoine économique français dans cette filière, avec un nombre de transactions annuelles très élevé. De l'ordre de 8 à 10 000 entreprises à reprendre tous les ans. L'agriculture française, il faut bien avoir en tête que c'est un monde d'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas agriculteur en se disant je vais être salarié, non. L'agriculture française est véritablement un nombre d'entrepreneurs et parmi les défis qu'on a à relever dans les années à venir, c'est renouveler ces entrepreneurs sur des outils qui sont onéreux déjà à l'heure d'aujourd'hui et qui seront encore demain plus onéreux parce qu'il y aura encore plus d'investissements, notamment dans le capital d'exploitation. Donc ça, il faut l'avoir en tête. C'est un des défis majeurs de l'agriculture française que de relever le défi du renouvellement des générations, comme ça a été dit précédemment, mais je pense que c'est important d'insister sur des installations qui sont de plus en plus hors cadre familial, voire d'installations de gens qui ne sont pas du tout issus, dont les parents n'étaient même pas du tout dans l'agriculture, et je crois que François en est un bon exemple. Demain, ça peut être tout à chacun, parmi vous ou d'autres. Et donc voilà un petit peu les grandes idées, je pense. Après, les questions de statut juridique, bah oui, évidemment, les agriculteurs se sont organisés, ont sécurisé leur patrimoine personnel, ont recherché aussi à mutualiser les moyens avec les GAEC, etc. Donc toutes ces tendances de fond, on les retrouve dans ces évolutions juridiques qui vont se développer d'ailleurs, hein, bien sûr. Mais il ne faut pas en avoir peur, il n'y a pas un statut qui est mieux ou meilleur qu'un autre. La diminution de l'exploitant individuel, c'est une tendance de fond, ça, qui ne s'inversera pas, bien sûr, ne serait-ce que pour des questions de protection du patrimoine personnel et de recherche de mutualisation des moyens avec le développement des formes sociétaires. J'en dirai pas plus parce que... On va peut-être passer au débat parce que... Oui, simplement sur la troisième colonne de ce tableau, vous voyez le rapport entre la main-d'œuvre non familiale
et la main-d'œuvre familiale. Donc, si vous voulez, dans les exploitations individuelles, lorsqu'il y a une unité de travail familiale, il y a 0,18 unités de travail non familiales. Et on a le même ratio pour les GAEC. Donc ça signifie bien que dans les GAEC, on a la même organisation que dans les exploitations individuelles, que c'est bien des exploitations individuelles qui se sont rassemblées. Et plus on va vers les sociétés commerciales, eh bien on s'aperçoit que la main-d'œuvre salariée est de plus en plus importante. Donc on a un lien entre la structure individuelle, de la structure individuelle à la société commerciale, avec de plus en plus de salariés dans les structures sociétaires importantes. Une phrase très courte. Oui, d'accord. C'est vrai que du coup c'est quand même Gérard Lévin qui en parle et je me dis merde, j'ai quand même oublié ça. Dans la photographie aujourd'hui des exploitations et des agriculteurs, je crois que on a un vieillissement de la population agricole, c'est certain, il faut avoir l'honnêteté de le dire tel qu'il est. Je vais vous citer juste un chiffre, alors européen simplement parce que j'ai pas su de la France, mais on est un peu mieux en France. Plus de deux tiers des agriculteurs européens ont plus de 55 ans et seulement 6% des agriculteurs ont moins de 35 ans. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu à renouveler la pyramide des âges. Pour prendre un chiffre un peu plus concret peut-être, par exemple la filière vache allaitante, 50% des vaches allaitantes qui sont dans ce pays sont détenues par des gens qui ont plus de 50 ans. C'est-à-dire que demain, dans les choix politiques aussi qu'on pourra peut-être faire dans ce pays, je crois que c'est pas de savoir est-ce que demain il faudrait être super productif, alimentaire, durable, je sais pas quoi. C'est d'abord qui seront les hommes et les femmes qui vont relever ces défis-là. Et du coup, on est à la croisée des chemins. Effectivement, il faut plus de capitaux. On sort d'un modèle de type familial. Alors nous, on y tient parce que c'est celui qui, quelque part pour nous, on en reparlera peut-être plus tard, mais amène peut-être plus de globalité dans les territoires et en termes de valeur ajoutée, un partage peut-être différent, c'est un vrai sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est un peu à la croisée des chemins entre effectivement des agriculteurs qui vieillissent, des exploitations qui sont dures à transmettre parce qu'elles coûtent cher et il faut trouver des solutions capitalistiques pour amener des capitaux sans dessaisir finalement les agriculteurs. Et voilà, on est à la croisée en agriculture qui risque de devenir de plus en plus de type de firme et d'un autre côté de perdre un modèle. Alors c'est complètement désuet que le premier président de Jeunes Agriculteurs qui n'est pas fils de paysan vous parle d'agriculture familiale, mais pour nous c'est plus un modèle de type familial où à un moment donné ça a été la réussite du passé. Je crois qu'il ne faut pas qu'on dise c'était mieux avant et on doit garder ce modèle là, il faut le faire évoluer évidemment, mais en tout cas politiquement on est à cette croisée des chemins. Courte. C'est vrai. Point.